cœur du monde de la santé, un magazine animé par le service diocésain de la pastorale sanitaire et sociale. Bonjour, la pastorale du monde sanitaire et social reçoit aujourd'hui Antoine Ardant, qui est président de l'association Les Parents Adoptants. Donc, bien entendu, nous allons parler de l'adoption. Antoine, vous êtes le président de l'association Les Parents Adoptants. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Oui, bonjour, merci de nous recevoir. En fait, cette association a été créée à Limoges le 10 février 2013. C'est une association qui regroupe les couples hommes-femmes de parents adoptants, de futurs parents adoptants en attente d'enfants, ils sont à peu près 30 000 en France, et puis de parents biologiques qui confient leur enfant à l'adoption, soit des femmes qui ont accouché sous X, soit des parents qui confient leur 11e ou leur 12e enfant à l'adoption parce qu'ils ne peuvent pas l'éduquer. Et puis, nous rejoignent aussi des personnes physiques, morales, des familles qui sont décidées à agir avec nous. En fait, nous avons une volonté commune, c'est de promouvoir les intérêts des enfants adoptés, de leurs parents biologiques et des familles adoptantes, en nous mettant bien sûr au plus près de leurs problématiques et de leurs besoins spécifiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des expériences complémentaires de l'adoption qui nous rendent légitimes, en fait, pour être les interlocuteurs incontournables sur les questions qui concernent bien entendu l'adoption, mais aussi la famille, l'éducation, la filiation, et puis la bioéthique, notamment sur les sujets de la PMA et de la GPA. Sur le thème de l'adoption, pouvez-vous nous dire si l'intérêt de l'enfant est menacé aujourd'hui ? Alors, effectivement, l'intérêt de l'enfant est gravement menacé aujourd'hui. Avec la loi mariage et adoption par les personnes de même sexe, nous sommes passés du droit de l'enfant, c'est-à-dire le droit d'avoir un père et une mère, au droit de l'adulte de pouvoir obtenir un enfant. Et là, vraiment, l'intérêt supérieur de l'enfant est menacé. Nous avons remis une analyse sur l'adoption à chaque sénateur et à chaque député. Et ces analyses ont bien sûr été reprises par certains parlementaires courageux qui ont combattu les effets néfastes de cette loi. En plus, il faut savoir que l'enfant adopté porte en lui, du fait de son abandon, des blessures qu'il faut réparer et puis des manques aussi qu'il faut combler. Pouvez-vous détailler ces blessures ? Alors, c'est vrai, je parle de blessures, mais je pense qu'il faut réparer plutôt des traumatismes qu'ont nos enfants adoptés. Alors, d'abord, il faut réparer l'abandon d'origine, père-mère. Alors, nos enfants, c'est vrai, ont été privés, par accident de la vie ou par nécessité, de leur père et de leur mère biologique. Eh bien, cette privation, elle est vraiment inscrite en eux. Ils la portent comme une blessure ouverte, vous voyez, où certains même font mine de l'ignorer pour éviter d'en souffrir. Eh bien, cette souffrance de l'abandon, eh bien, elle demande une réparation incessante, renouvelée pour être apaisée, eh bien, par l'intermédiaire de la maman adoptive et du papa adoptif. Eh bien, parce qu'ils ne représentent pas les parents d'origine, en tant qu'hommes et femmes, deux hommes ou deux femmes ne pourront jamais assurer cette fonction de réparation. Et puis sur la filiation, il y a une filiation qui est brisée aussi qu'il faut réparer. Nos enfants accueillis s'inscrivent maintenant dans une nouvelle filiation. Ils vont tisser des liens avec leurs grands-parents maternels et paternels, et c'est vraiment rassurant, c'est apaisant pour nos enfants. Eh bien, cette loi brouille cette lisibilité de l'enchaînement des générations, vous voyez, et va accentuer une confusion déjà ressentie par l'enfant adopté. Ces enfants ont des manques. Pouvez-vous nous en parler ? Bien sûr, oui. C'est vrai qu'ils ont des manques. Alors, et je pense qu'on n'a pas le droit d'accumuler des privations. Un enfant, c'est vrai, qui a déjà été privé d'un père et d'une mère, ne peut pas à nouveau, et cette fois délibérément et légalement, être privé d'un père ou d'une mère. On n'a pas le droit d'imposer une deuxième privation. On n'a pas le droit aussi d'accumuler des différences supplémentaires. Nos enfants, vous voyez, ont le sentiment d'être différents. Différents, pourquoi ? Parce que adoptés d'une origine ethnique autre, d'un sang différent de leur famille élargie ou de leurs frères et de leurs sœurs, eh bien, ces différences réactivent un sentiment de rejet, déjà profondément imprimé par le vécu de l'abandon. Eh bien, elles doivent être assumées parfois au prix d'un grand et d'un long effort psychique. Eh bien, on n'a pas le droit de rajouter une différence supplémentaire essentielle en la reposant d'avoir deux pères ou deux mères. Et puis aussi, on brouille les repères.
priver délibérément certains enfants de leur repère, en leur faisant croire, comme laisse entendre cette loi, qu'ils ont deux pères ou deux mères, eh bien c'est purement et simplement une atteinte aux droits de l'enfant. Et c'est vrai qu'avec l'introduction de l'idéologie du genre à l'école dès la maternelle, ça ne va qu'amplifier le brouillage des repères. Le 19 juillet 2013, le Sénat a déposé un projet de loi sur la PMA. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'était vraiment couru d'avance. Vous voyez, lors de la discussion de la loi mariage et adoption par les personnes de même sexe, nous avons remis à chaque sénateur, personnellement, et à chaque député, un dossier complet sur l'adoption et surtout sur les besoins de l'enfant. Et nous avions alerté que cette loi était un premier pas vers une autre qui autoriserait la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les couples de même sexe. On nous avait assuré que non. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'est fait. Ce projet de loi est déposé au Sénat et ça sera une blessure supplémentaire pour les enfants. Alors tout d'abord, la PMA. Avec la PMA, pour une femme seule, assortie de l'adoption par une autre femme, les enfants seront doublement et délibérément privés de père. D'abord, la privation de leur père biologique, par don anonyme, et aussi absence de père dans leur vie, et je dis aussi absence de repère. Alors pour les couples d'hommes avec la GPA, qui suivra automatiquement. Pourquoi ? Parce que ça sera au nom de l'égalité, au nom de la non-discrimination, vous voyez, entre les couples de femmes et les couples d'hommes, eh bien on va triplement priver l'enfant de mère. La donneuse, qui est la mère génétique, la gestatrice, qui dès le départ aura programmé de l'abandonner et dont on aura loué le corps, et enfin d'une mère durant toute sa vie. En fait, on n'a pas le droit de légitimer une double ou une triple peine pour des enfants. Vous voyez, on n'a pas le droit de créer légalement des orphelins de père ou de mère. On a parlé de deux sigles, la GPA et PMA. Est-ce que vous pouvez dire ce que ça signifie ? Oui. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Bien sûr. Alors la PMA, c'est la procréation médicalement assistée et la GPA, c'est la gestation pour autrui, ce qu'on appelle aussi les mères porteuses. D'accord. Voilà, il faut savoir que les mères porteuses, eh bien, on achète l'enfant en Ukraine, en Inde, aux États-Unis, ça va de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, vous voyez, c'est des sommes astronomiques, c'est un marché. En France, la GPA, jusqu'à maintenant, n'est pas autorisée. Non, la GPA n'est pas autorisée et la PMA l'est uniquement pour des questions médicales. Lorsqu'un couple, homme-femme, ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, il pouvait essayer par la PMA d'avoir un enfant. Donc si la loi est votée par le Parlement, ça risque de changer. Eh bien oui, parce qu'il change, parce que ça sera plus une infertilité médicale, mais il parle d'infertilité sociale dans ce projet de loi au Sénat, et ce qui veut dire que, bien entendu, un couple de deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, et donc elles auront droit à la PMA et avoir des enfants par ce biais-là, et automatiquement suivra pour les hommes la possibilité d'acheter des enfants par l'intermédiaire de mères porteuses. Donc on revient à l'enfant objet, l'enfant cadeau, et on ne voit que la satisfaction personnelle des adultes et non le bien-être de l'enfant. Bien sûr, là on n'est plus sur le droit de l'enfant. Théoriquement, vous voyez, la loi est faite pour protéger le plus faible, et le plus faible dans notre société, eh bien c'est l'enfant, c'est la personne handicapée. Eh bien là, la loi, c'est une loi pour adultes, hein, c'est une loi c'est plus du tout la loi du plus faible, c'est la loi du plus fort. Comment l'enfant va-t-il ressentir alors ces lois que l'adulte lui impose ? Alors, on va avoir un problème. L'enfant va considérer, on va trahir en fait la confiance des enfants. Hein. On va s'aborder la confiance de l'enfant vers l'adulte et vers la société. Les enfants vivront ces arrangements d'adultes, vous voyez, comme un abus de pouvoir. L'enfant, il a confiance en ses parents. Et ces derniers ne doivent jamais le trahir. C'est vrai, on ne ment pas aux enfants. Or, avec la loi Taubira, l'adulte et la société trahissent les enfants. Alors comment ces enfants pourront-ils avoir confiance en des parents éducateurs qui auront fait passer leurs désirs personnels avant les besoins les plus fondamentaux de leurs enfants ? Et puis aussi qui auront fait appel à ce bricolage, à ce marchandage procréatif. Hein, comment pourront-ils avoir confiance dans une société qui aura décrété à l'avance l'absence d'un père ou d'une mère pour grandir ?
voyez, on n'a pas le droit de trahir l'enfant, le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant est protégé par la Déclaration de Genève de 1924, par la Déclaration des droits de l'enfant de 59, par la Convention internationale des droits de l'enfant de 90, qui a été signée par la France en 90. Eh bien, tous ces textes sont unanimes pour déclarer 3 réalités simples. C'est que l'adoption est faite pour donner une famille à un enfant et non l'inverse, qu'une famille est composée d'un père et d'une mère et que seul l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir. Nous allons faire une petite pause musicale. Enfant innocent, attention, on est là pour te protéger. On veut un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Oh non, ne te laisse pas faire, il voudrait te faire taire. La terre t'appartient, et demain matin, tu peux aller très loin. Enfant des révolutions, que t'est-il arrivé? T'as perdu ce que t'aimais, je voulais te retrouver. Car tu sais, la vie est belle, et le monde est cruel. Il est temps de retrouver notre chère liberté. Car toi, tu devrais être un roi pour nous montrer la voie, recevoir des caresses. Mais il y a le temps qui presse aussi. Ne te roule pas par terre, les tambours de la guerre ne sont pas loin, et ils pourraient bien te réveiller un matin. Et pourtant la vie est belle, et le monde est cruel. Il est temps de retrouver notre chère liberté. Un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Un papa, une maman, ensemble. Un papa, une maman, 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 un papa, une maman. Vous êtes toujours sur RCF, c'est une émission de la Pastorale de la Santé. Je reçois aujourd'hui Antoine Ardan, qui est président de l'association Les Parents Adoptants. Dans le sud de la France, on vient de découvrir un trafic d'enfants pour être adoptés. Donc c'est vraiment là synonyme que l'enfant est une marchandise.
En fait, c'est ça. On est en train de développer l'instrumentalisation marchande, et ça légalement. En fait, l'enfant adopté a un besoin profond d'être assuré qu'il a été confié à l'adoption en dehors de toute transaction financière. Or, avec la GPA, les femmes qui vivent dans les pays les plus pauvres sont déjà exploitées et beaucoup sont forcés à faire des enfants pour les vendre à des étrangers. Pierre Berger disait « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Comme c'est honteux. Eh bien, voyez, comme pour la prostitution, eh bien, des réseaux sulfureux s'organisent déjà pour ce commerce et on en a l'exemple dans le sud de la France. On va participer à développer l'eugénisme à travers ces sociétés marchandes où l'on pourra commander un enfant blond avec des yeux bleus avec tel QI. Eh bien, s'il y a une légalisation de la PMA et de la GPA, que pourrons-nous dire à ces enfants qui auront été créés et acquis par le biais d'une transaction financière? Et la France veut-elle développer le commerce d'êtres humains et favoriser surtout l'esclavage des femmes? Commander un enfant blond avec des yeux bleus, avec un tel QI, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça rappelle de très mauvais souvenirs et puis je pense qu'il faut rappeler que l'être humain est unique et qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter un être humain. Un être humain nous est confié, il nous est confié. Alors vous voyez, je dis les parents adoptants, mais nous sommes tous des parents adoptants. Pourquoi? Parce que adopter, ça veut dire accueillir, rencontrer. Lors de la naissance d'un enfant biologique, le père adopte son enfant au moment de l'accouchement, lorsqu'il le prend. C'est cette rencontre, il le touche, il se voit, ils se sentent, et ils s'entendent. Et la mère qui accouche de son enfant, elle le prend réellement dans ses bras, et elle lui donne le sein qu'au moment de l'accouchement. Dans ce cas-là aussi, elle l'adopte, il s'adopte à ce moment-là. Eh bien, c'est la même chose. On vient de parler des enfants, de ne pas trahir la confiance des enfants. Est-ce qu'on a le droit de trahir la confiance des parents? Eh bien, là aussi, on trahit aujourd'hui la confiance des parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de trahir d'abord les femmes courageuses qui ont accouché sous X. Elles témoignent et elles nous disent que ne pouvant élever l'enfant qu'elles ont porté, eh bien, elles souhaitent qu'ils puissent trouver le bonheur auprès d'une mère et d'un père capables de l'éduquer et capables de l'aimer. Eh bien, la loi n'a pas le droit de trahir la volonté de ces femmes. On n'a pas le droit aussi de trahir les familles qui confient un enfant à l'adoption. Et là, je pense aux familles de pays étrangers qui ont beaucoup d'enfants et qui ne peuvent pas les élever, par exemple, leur 11e ou leur 12e enfant. Et ils le confient à l'orphelinat. Pourquoi? Eh bien, pour qu'ils trouvent une famille de substitution où l'enfant aura un père et une mère capables de l'éduquer et capables de l'aimer. Et là, la loi aussi trahit ces familles. On trahit aussi qui? On trahit les familles en attente d'adoption. Ils sont plus de 30 000 familles françaises, des couples hommes-femmes qui sont en attente d'adoption aujourd'hui. Or, le nombre d'enfants adoptables en 2012 en France a été de 750 enfants français et 1569 enfants venus de l'étranger. Donc, il y a beaucoup plus de demandes d'adoption que d'enfants à adopter. Eh bien, cette loi trahit aussi ces couples hommes-femmes qui, depuis des années, sont en attente de pouvoir donner du bonheur à un enfant. Et puis elle va remettre en cause l'avenir de l'adoption en France en réduisant le nombre d'enfants adoptables à l'étranger. Déjà, de nombreux pays sont en train de fermer leurs portes à toute adoption par des Français. La Russie vient de faire une loi autorisant uniquement pour les Français l'adoption par des couples hétérosexuels. Et il ne confie pas l'adoption à des célibataires et à des couples de même sexe. La Chine est dans le même cas et plusieurs pays sont en train de fermer progressivement les portes à l'adoption. Eh bien, vous voyez, nous, les parents adoptants, nous savons que la priorité, c'est le droit de l'enfant à avoir un père et une mère pour l'éduquer. Nous savons que l'enfant s'accueille, qu'il a besoin d'être protégé, qu'il a surtout renforcé et consolé là où il a été blessé. Nous savons aussi que l'enfant n'est pas un droit pour les adultes, ni un bien qu'on acquiert ou que l'on fabrique.
Je voudrais donner quelques lignes d'un témoignage que j'ai trouvé sur le site de votre association. C'est un garçon, on va l'appeler Nicolas, et qui témoigne. Il a été adopté, il avait 6 mois. Il est né au Brésil, dans une petite ville. Issu d'une famille de 10 enfants, donc c'est ce que vous disiez, des enfants, Oui. des familles trop nombreuses pour que les parents puissent les élever convenablement. Mes parents biologiques n'avaient pas assez d'argent pour m'élever. Le Brésil d'hier n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les familles ne pouvant élever tous leurs enfants avaient en général 2 possibilités. Vendre un enfant et laisser ce dernier se faire tuer pour le trafic d'organes, ou le laisser à l'orphelinat dans l'attente d'une adoption. Et j'ai trouvé ce qu'il a dit est vraiment magnifique. Me voici recueilli dans des bras d'amour dès l'âge de mes 6 mois. Vous savez, il y a toutes sortes de rencontres amoureuses dans la vie. J'entends au sens où l'on rencontre son premier amour. À l'âge de 6 mois, une belle jeune femme, douce comme un chant de Provence, m'a pris dans ses bras en me serrant très fort contre elle. Avec la force du tigre et à la fois la bonté d'un chef de meute, une paire de mains plus blanches encore, parce que le papa était pâtissier, se sont tournées vers moi, m'ont prise en un sanglot d'amour et de fatigue, car de Limoges à El Salvador, il fallait bien ça. Elles m'ont serré à leur tour dans leurs bras. C'est tout à fait ce que vous avez dit, que l'adoption n'est pas forcément avec un enfant étranger, qu'un enfant biologique est aussi adopté par ses parents. Mais là, ce témoignage d'adoption d'un enfant brésilien par des Limougeaux, je veux dire, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Et puis surtout, Nicolas est un garçon qui est d'une grande générosité. Il vient de se marier, très heureux pour lui. Et avec leur femme, ils ont décidé, bien sûr, ils vont avoir des enfants naturels, mais ils ont décidé aussi d'adopter un enfant. Et ça, c'est merveilleux. C'est magnifique, beau, oui, tout à fait. La chance qu'il a eue d'être adopté, eh bien, il veut la redonner à un autre enfant, vous voyez. Très bien. Donc, on termine sur une note optimiste quand même. On peut trouver votre association Les Parents Adoptants sur un site ? Alors bien sûr, le site c'est tout attaché, lesparentsadoptants.org, et sans ça, l'adresse où on peut nous écrire, c'est 92 avenue Ernest Rubin à Limoges, et nous sommes répartis maintenant dans toute la France. Nous avons plus de 2000 adhérents, nous avons des sections dans pratiquement 70 départements en France. Très bien. Antoine, je vous remercie. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre accueil.